Nasmi, il faut marquer où? Bah, je sais pas. Déclarer forfait. C'est nous les chefs. La semaine dernière, on a travaillé quoi comme figure? C'est compris ou pas? Regardez-vous, il manque une personne. Bonjour à tous ou rebonjour pour certains. Bienvenue dans cette deuxième capsule du podcast EPS de l'Académie de Mayotte. On est toujours avec Bastien Pelletier au sujet du tennis de table. Cette fois-ci, si vous nous rejoignez, on va parler un peu plus de son expérience en tant que prof sur cette situation, comment il le met en place dans la séquence, etc. Et si vous nous rejoignez toujours, on a une première capsule sur laquelle on a un peu plus développé autour de cette situation. Dans la capsule 1, on a pas mal parlé de ta situation, des prérequis, des évolutions, on les a évoqués en tout cas. À quel moment dans la séquence réellement tu veux utiliser cette situation ? Je l'utilise plutôt en milieu de séquence, même si j'essaye de la proposer le plus tôt possible. Mais avant ça, je m'assure que les élèves ont acquis une certaine forme de continuité, pour moi en coup droit, mais ça peut être coup droit et revers, dans le sens où je veux que mes élèves soient capables de se renvoyer la balle sans faire la faute, avec une gestuelle qui leur assure quasiment à coup sûr de renvoyer la balle de l'autre côté sans faire la faute. Parce que dans la suite de la progression, vu qu'on est sur une activité d'opposition, ça me paraît difficile de demander aux élèves de chercher à rompre l'échange s'ils sont pas encore capables de renvoyer la balle. Du coup, concrètement, quand est-ce que tu choisis de mettre cette situation ? Quand est-ce que tu penses que tes élèves ont suffisamment acquis la continuité pour mettre en place cette situation ? L'indicateur qui me semble intéressant, c'est que à deux, on arrive à se renvoyer la balle 10 fois, 5 frappes chacun, en continuité, sans perdre la balle. Une fois que ça s'est stabilisé, j'estime que les élèves, ils ont acquis cette gestuelle qui leur permet de renvoyer la balle. Ils sont sur une activité de renvoi et à partir de là, c'est là où je peux leur proposer cette situation de frappe de balle qui constitue pour moi une première façon de mettre l'adversaire en difficulté. C'est principalement par le biais de la vitesse. D'accord. On parlera un peu plus de comment on accède à cette continuité dans la troisième capsule. Pourquoi tu as choisi réellement cette situation-là et pas une autre ? Cette situation, je l'ai choisie parce qu'elle est au plus proche du jeu. C'est un match à thème. Il y a juste une règle qui est aménagée pour l'élève B où il y a 2 rebonds. Donc c'est la première raison, c'est que c'est une situation qui est proche du jeu, donc qui est facile à comprendre pour les élèves. Elle mobilise aussi 4 élèves par table. Donc quand on a peu de tables, c'est aussi intéressant parce que même s'il y a 2 rôles sociaux, on est obligé de les séparer parce que si on avait un arbitre scoreur, ce serait difficile pour lui de gérer les 2 choses à la fois. Donc on sépare le travail pour ces 2 élèves-là. Et pour les élèves qui jouent, le fait que ce soit un match, il va y avoir beaucoup de répétitions. Ils vont intégrer aussi le système de scoring et c'est pour ça que je propose en 11 points puisque c'est d'un point de vue culturel, c'est ce qui se fait en fédéral. Donc c'est ces choses-là qui m'amènent à proposer cette situation plutôt qu'une situation plus fermée, plus technique, qui serait davantage une remédiation à cette situation pour des élèves qui seraient particulièrement en difficulté. D'accord. Tu as parlé de la répétition, du fait de faire répéter les élèves. Ouais. En quoi cette situation, d'après toi, par rapport à une autre, elle permet encore plus de répéter que d'autres situations plus fermées ? Le fait qu'ils soient en situation de match, ça les fait répéter. Il y a une émulation. Il y a le gain du match qui mobilise les élèves et le fait que ce soit une situation proche du jeu réel, ça a beaucoup plus d'impact émotionnel plutôt qu'une situation fermée. Le fait qu'ils soient en opposition directe aussi, il y a l'aspect gain du match, l'aspect perte du match, et le fait qu'ils aient un arbitre et un scoreur fait que les élèves n'ont que à se focaliser sur le jeu et si la balle part pas dans tous les sens et si les élèves sont assez efficaces sur le fait d'aller chercher la balle et de la récupérer, il y a une quantité de répétition qui est assez importante et on peut passer beaucoup de temps sur cette situation et les élèves vont beaucoup répéter. D'accord. Est-ce que le fait qu'il y ait le rapport de force qui soit déséquilibré, ça démobilise certains élèves ou
Pas spécialement. Pas Comment tu spécialement, parce que dans l'explication de la situation, je spécifie bien que les élèves vont changer de rôle à un moment donné. Et à quelques points près, ils vont passer autant de temps dans la peau de l'élève A qui est plutôt en facilité que dans la peau de l'élève B qui est plus en difficulté au départ dans cette situation. Donc ça ne gêne pas les élèves, il n'y a pas forcément de démobilisation à noter. D'accord. Comment t'envisages les évolutions de cette situation au travers de ta séquence, surtout en fonction de l'avancement des apprentissages de tes élèves? On peut l'envisager de différentes manières. Ça peut être à travers de l'espace en donnant la même règle aux deux joueurs, leur obliger 2 rebonds avec le deuxième rebond derrière la table. Ça va éloigner les élèves de la cible. C'est encore un peu plus dur du coup. Ça, c'est une évolution pour être plus difficile. On peut envisager la situation de base et interdire une zone proche du filet pour que la frappe soit suffisamment lointaine et atteigne le fond de la table. Et en termes de simplification, on peut envisager une situation plus fermée où là, il n'y aurait pas d'opposition directe. Les élèves qui s'opposent seraient chacun du même côté de la table et on aurait un distributeur qui lancerait la balle et là, l'élève serait beaucoup plus focalisé sur l'acquisition technique avec quand même le fait de gagner contre mon adversaire en envoyant la balle plus loin que lui plus de fois. D'accord. Et dans ta séquence, est-ce que tu l'as fait évoluer? Donc là, tu m'as parlé d'une simplification pour un élève qui serait potentiellement en difficulté. Est-ce que c'est une situation clé un petit peu que tu gardes tout au fil de ta séquence et que tu fais évoluer ou pas spécialement? Oui, souvent je la réutilise la leçon d'après, par exemple à l'échauffement, pour voir si les élèves ont déjà bien compris les consignes, s'ils les ont bien intégrées et les faire repartir de ça pour ensuite l'envisager de manière plus complexe si les élèves sont en réussite ou plus simple si jamais les élèves sont toujours en échec. Mais oui, je l'utilise les séances d'après, pas forcément jusqu'à la fin de ma séquence parce qu'après je vais sur d'autres objets d'enseignement. Mais c'est une situation que je peux garder facilement 2 ou 3 séances. Quand est-ce que tu sais réellement que ton élève a été en réussite et que tu peux basculer sur autre chose? J'estime que à partir du moment où l'élève A n'envoie quasiment plus la balle avec 2 rebonds sur la table, j'estime qu'il a acquis et qu'il est dans cette intention de frapper la balle, même si c'est pas forcément parfait, mais il a cette intention-là. Et pour l'élève B, même s'il est loin de sa table, quand il arrive à remettre assez régulièrement la balle sur la table adverse, c'est un signe aussi pour moi qu'il a acquis, malgré l'éloignement, cette capacité à produire de la vitesse et gérer ce conflit vitesse-précision. Même si j'envoie la balle rapidement, je suis capable de viser une table à un espace assez restreint. Donc à partir de là, j'estime qu'ils ont acquis la frappe de balle et qu'on peut s'en servir pour aller sur le jeu accéléré, donc le fait de se matcher la balle et avoir une trajectoire qui descend. Tu as des critères objectifs, une quantification particulière sur le nombre de coups que font tes élèves, même si tu ne le donnes pas spécialement aux élèves, mais pour toi et puis pour les collègues qui nous écoutent ou nous regardent? Ce qu'on peut donner aux élèves comme repère, c'est que si j'arrive à faire 5 matchs où j'ai plus de fois envoyé la balle en respectant la consigne, donc pour l'élève A, un deuxième rebond au-delà de la table et pour l'élève B, une frappe qui arrive sur la table, à ce moment-là, c'est un repère pour l'élève pour dire qu'il a acquis la frappe de balle et qu'il est plus dans cette recherche d'efficacité. Il est dans cette efficacité-là et on peut très bien le quantifier sur une fiche d'observation. Par exemple, les points que j'ai perdus, c'était parce que l'adversaire m'a mis en difficulté et pas parce que j'ai fait 2 rebonds sur la table. Ça peut être envisagé de cette manière-là et aussi de se dire que dans mes 5 matchs, je réussis plus de fois que je n'échoue. D'accord. Ça, tu le fais en groupe homogène, en groupe hétérogène. Comment ça fonctionne? Parce qu'on sait très bien que en tennis de table, c'est vachement dépendant de la qualité de balle que m'envoie mon adversaire aussi. Oui. Étant donné que là, c'est une situation d'opposition, les niveaux sont homogènes. Mais on pourrait très bien envisager aussi, en simplification, cette même situation en demandant aux élèves d'abord de faire chacun de leur côté 2 frappes en continuité, donc de pas chercher à mettre en difficulté l'adversaire avant de chercher la rupture. Avant d'être adversaire. Et ça, ce serait un indicateur pour toi du nombre de points joués, finalement aussi. Oui, exactement. Et si on n'arrive pas à faire 4 échanges, on joue pas le point, par exemple. C'est une bonne idée. Est-ce que tu as des conseils, des petits tips pour les profs qui nous écoutent, pour faire vivre ta situation et faire réussir ta situation? Le conseil le plus important que j'aurais à donner, c'est de se focaliser vraiment sur cette mise de profil, casser l'alignement œil, raquette, balle pour libérer l'articulation un peu de l'épaule, laisser la raquette pouvoir faire ce geste arrière-avant. Donc pas hésiter à obliger la mise de profil avec la latte
qu'on pose au sol où l'élève doit avoir un pied de chaque côté. Donc insister là-dessus, insister aussi sur la gestuelle, le fait d'avoir une gestuelle arrière-avant, ne pas hésiter à l'afficher clairement, que ce soit sur un tableau, sur une fiche, de faire un arrêt flash et de réexpliciter aux élèves, de faire démontrer aussi à des élèves qui seraient déjà en réussite. Et auparavant, quand il y a de faire une démonstration commentée de la situation, où soit l'enseignante ou l'enseignant joue, soit l'enseignant fait jouer des élèves et insiste sur ces critères-là en disant que, en respectant ces critères-là, c'est quasi sûr que l'élève va être en réussite dans la situation. Et la plupart du temps, les élèves écoutent, les élèves comprennent, mais il y a souvent quelque chose qui bloque. Ça peut être la prise, ça peut être l'orientation de la raquette, ça peut être la mise de profil. Mais c'est surtout la mise de profil où l'enseignant doit vraiment être vigilant et en premier lieu. D'accord. Ce qui induit une pratique plutôt en coup droit du coup. Effectivement, plutôt pratique en coup droit, c'est quelque chose que je défends parce que en revers, on a toujours cet alignement œil raquette balle, donc d'un point de vue moteur, c'est moins exigeant. Et après, pour les objets d'enseignement sur la rupture, c'est difficile d'envisager la rupture accélérée en revers. Je comprends. Eh ben, merci de nous avoir écoutés sur cette capsule 2. On vous invite, si vous n'avez pas vu la capsule 1, à aller voir la capsule 1 pour voir un petit peu plus en détail ce que propose Bastien sur sa situation. Et puis, on va passer rapidement à une troisième capsule où là, on va détailler un peu plus comment amener la continuité réellement sur nos débutants et puis parler un petit peu plus de cas concrets mahorais et du tennis de table de manière globale à Mayotte. Merci de nous avoir écoutés et à très vite, j'espère. Merci.